Master. War. Oui. Bienvenue au podcast de lutte en deux choses de métal, le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TG Holiday. Allô? Allô, je suis là. Coudon, t'es-tu Patrick Swayze dans Ghost, toi, ou... Oui. Dans pas Tabarnak, man. long, on va faire des affaires de plot dans pas long ensemble. Me semble, d'un test, c'était moins pire que ça. Je te l'ai dit. Tabarouette. Oh, wow. Easy here. OK. Bon, ben, en audio, on s'en fout, mais en vidéo, ben, toi, là, c'est mieux. Ah, mais c'est mieux, mais je vois pas mon Ah texte. ouais, c'est ça l'affaire. Ben, je le Pas vois, là, grave. je suis correct. Je suis correct. Hey, on est Oui. ici aujourd'hui pour un autre dans l'histoire. Aujourd'hui dans l'histoire. Aujourd'hui dans l'histoire. Puis honnêtement, là, celui-là va être plat. Ah, ben non, voyons donc, c'est le meilleur qu'on va faire ever. Parce qu'en plus, là, aujourd'hui dans l'histoire, là, c'est toujours moi qui parle un peu du bout qu'on a choisi dans l'histoire. Là, je fais un petit quelque Un chose résumé. là-dessus, puis un résumé si on veut, où je vais parler du sujet, mais là, il me tente zéro de parler de ça aujourd'hui. C'est drôle, hein? Ben, il y a ça, il y a le fait qu'il était malade, qu'il était fatigué aussi. Fatigué, ouais. C'est mon avant-dernier podcast aussi dans ce décor-là. Après Ouais, ça, ça va être un nouveau décor. Malade, on le savait déjà, là, mais fatigué, on ne savait pas. Tu peux plus dire ça, hein, parce que Ah non. si jamais il m'arrive quelque chose puis tu as dit ça, Ouais. Ils vont mettre ça, ils vont retracer ça, ils vont me dire c'est ta faute à toi. ben ouais. OK. Fait que ça serait plate que tu gâches le reste de ta vie pour ça. C'est vrai que ça serait plate en crise, ouais. Mais en même temps, ça me ferait un peu rire. Sinon, c'est rare que je te demande ça, mais qu'est-ce que tu as fait de bon cette semaine? J'ai travaillé. Pas ça, non? À part ça, ben, j'ai peaufiné ce podcast-là. Sinon, c'est pas mal tout. Là. OK. Métro, boulot, dodo, qu'ils disent. Hein? Moi, je suis content. J'ai pas acheté rien de collection Chris, t'es pendant guéri. une semaine, 7 jours complets. T'as-tu eu des patchs pour ça? J'avoue qu'à un moment donné, j'ai failli flancher, mais non. Je suis même pas allé. Ben, en fait, je suis pas allé dans les magasins, ça m'a aidé aussi. Là. Bah ouais, c'est sûr. Fait que, mais par contre, j'ai fait une grosse dépense parce que, qui n'a pas rapport avec la lutte, mais j'ai fait quand même une grosse dépense. Puis pour ceux qui s'intéressent, ceux qui ne s'intéressent pas, ben pourquoi vous gagnerez dans 3 minutes. Je me suis acheté un équipement de golf. Je me suis rééquipé en golf parce que je m'en vais jouer au golf avec notre collègue de AEW, Alex Magie. C'est vrai, je m'avais parlé de ça la dernière fois, c'est vrai. Ouais, fait que c'est fait. On y va là, bientôt. On s'en va jouer au golf. Fait qu'on va pouvoir parler de CM Punk sur le court de golf en masse. Un petit 18? Ben oui. Ben, si on retrouve notre balle d'ici le 18, oui. Vous avez perdu votre balle? Mais non, mais on peut perdre notre balle et pas la retrouver, fait qu'on finira pas. Ah, il y a ça, ouais. Fait que c'est ça. Mais sinon, non, pas mal ça. Puis la grippe, puis ben, on est prêt pour un autre aujourd'hui dans l'histoire avec Luger torture Hollywood Hogan, mon cher TG. Mais avant ça, évidemment, il faut parler d'une mauvaise nouvelle qui est arrivée. Ben, quand même récemment, là, quand on fait le podcast, on l'a enregistré c'est peut-être 3-4 jours plus tard, peut-être à peu près. C'est arrivé quoi lundi, ce décès-là? Oui, évidemment, on parle malheureusement de la mort du Iron Sheik. Fait que, malheureusement, il est décédé à l'âge de 81 ans quand même. Il mène une très grosse vie.
Surtout dans son métier à lui, du monde qui vit 80 ans, 81 ans, c'est rare de nos jours. Ouais. Puis évidemment, Iron Sheik, peut-être un petit peu moins toi, là, vu que tu es un peu plus. Ben, moi, je me rappelle un peu plus le 1984, 85, 86. Là. Mais non, Iron Sheik, évidemment, était celui qui a passé le flambeau, si on veut, à Hulk Hogan, là, en 1984, au mois de janvier, au Madison Square Garden de New York. Évidemment, il avait battu Bob Backlund, qui avait la belle pendant 4 ans, presque. Fait que non, Iron Sheik était très important pour son époque. Puis ça a été un des. Pas un des premiers, mais il était quand même dans les plus. Les premiers, dans le fond, ouais. J'ai rien dit. Puis à mettre le côté showman dans le monde de la lutte. Parce que, tu sais, oui, évidemment, il était haï de tout le monde. Parce que c'était comme, tu sais, USA is not okay. Là, il crachait à terre aux États-Unis. Mais, tu sais, il était divertissant. Là, lui, puis Volkov, là, avec Freddie Blassie aussi. Là, puis un peu plus tard, Slick aussi. Là. Mais il était divertissant. Leur promo avec Gene Okerlund, c'est du stuff de légende, là, pour vrai. Là. Avec Gene Mean. Quand il l'avait comme ça, c'était toujours drôle. C'est un des meilleurs heels de l'industrie ever, là, on va se le dire. Là. Puis c'est peut-être, tu sais, habituellement, dans les débuts des années 80 puis dans les années 70, on a vu des lutteurs lutter, mais pas tant, tu sais, pas autant, on peut pas autant vous en parler que les années 90 en montant. Mais, OK, c'est quoi ça? Puis, dans le fond, c'est que Iron Sheik puis peut-être Bob Backlund a été peut-être les deux gars là, qu'on a peut-être suivis, je te dirais, en parallèle avant la lutte qu'on écoutait. Fait que c'est assez impressionnant comment il a passé les générations puis qu'il est encore présent avec ses tweets sur Twitter. C'était tellement divertissant. T'sais. Une des raisons pourquoi j'allais encore sur Twitter, c'était pour voir les tweets d'Iron Sheik. Donc, ouais, c'est assez dommage, mais tu sais, je veux dire, personne n'est éternel à un moment donné. Non, c'est normal, là, ça nous rattrape. Mais avec une belle vie, Iron Sheik, puis très, très, très bon lutteur, respecté, des beaux hommages à travers le monde de la lutte durant les dernières semaines. Donc, oui, puis évidemment, il a été champion en équipe avec Nikolai Volkov aussi. C'est une bonne équipe à l'époque. Puis, évidemment, il a eu son retour en 1991 avec le Lieutenant Slaughter et le général Adnan. Puis d'autres apparitions aussi. Il était avec le Sultan. Et qui était avec Bob Backlund et Iron Sheik. Fait que non, il a quand même fait beaucoup d'apparence. Puis évidemment, c'était très médiatisé sa vie. Là. Maintenant, il y a un documentaire qui est sorti sur lui. Puis il était sur Howard Stern, il était à plein de places vraiment importantes. Puis vraiment, là, c'est une grosse perte pour le monde de la lutte. Là. Évidemment, à 81 ans, c'est pas comme s'il aurait resté 20-25 ans devant lui. Là. Mais non, Iron Sheik, one of the greats pour vrai. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui a des mauvais mots à dire sur lui non plus. Là. Non, exact. Donc, un qu'on va se rappeler pendant longtemps. Puis, si vous avez des plus jeunes enfants qui aiment la lutte, ben faites découvrir cette génération-là parce que si ça n'avait pas été ces générations-là, ben, il n'y aurait pas de lutte aujourd'hui. Évidemment, ils ont tracé la voie pour la lutte d'aujourd'hui. Exactement. Fait que, malheureusement, de 1942 à 2023, malheureusement, Iron Sheik. Fait que, évidemment, condoléances à sa famille, évidemment, ses fans et surtout ses collègues aussi à travers les années. Exact. Fait que, à Star, que ce moment plate-là est passé. On va, avant évidemment de commencer aujourd'hui dans l'histoire, il y a un moment que tu aimes bien qui s'en vient à l'instant. Évidemment, on parle du segment que tu adores et que tu redemandes à tous les shows qu'on fait. Vrai, dans la vraie vie! Yay! Fait que là, on est en quelle année, là, mon cher TJ? Ben là, évidemment, le Nitro de cette semaine, c'est le 4 août 1997. Voilà. Tu as hâte de commencer. Je sens fébrile. Ah, écoute, je vibre à l'intérieur. Pour vrai, tant que ça? Moi, c'est pour vrai. Ça me dérange. Je sais qu'on fait un podcast de lutte, mais je serais satisfait de l'arrêter après ça. Après ce segment-là? Ouais, ça me ferait plaisir. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Mais j'adore beaucoup de ça. Une des bonnes choses que tu as amené au podcast, c'est ça. Puis, je suis capable de le dire, moi, quand tu fais des bonnes affaires comparativement à toi. Une des bonnes choses, tu dis? Ouais. Mais la musique, par exemple, est très agressante. Ça. Pas agressante, c'est toi qui es agressant. Es-tu prête?
Évidemment, dans le revue, le segment où ce que tu devines ce qui se passait dans la culture populaire à l'époque. Ça te goûte de te déhancher, cette chanson-là? Oh oui. Et tu peux me dire la chanson numéro 1 en Amérique du Nord? OK, 1997. Ça, mon cher TG, on était en 6e année. Donc, en 6e année, j'aurais le goût de dire... Tu donnes un indice? Oui, si tu veux. C'est une chanson hommage. Ah non, pas de chanson hommage. OK, mais... Ah non, ça, c'est plus vieux. Ça, c'est une chanson hommage. Chantée par un homme ou une femme? J'ai deux choix en tête. Ben, c'est les deux. Ah, attends. Oh boy. Je pense que je l'aurais pas, celle-là. Pour vrai? Chanson hommage. Écoute, c'est rare, mais je vais donner ma langue au chat parce que la seule chanson hommage que j'ai, c'est la chanson de Michael Jackson avec tous les artistes. Mais ça, c'était dans les années 70, donne un guess, 80. Donne un petit guess quand même, là. Chanson hommage. Hommage à qui? Je te dis, tu vas le savoir, là. Pourrait? Ouais. OK, un rapper. Tiens, tu es content, là? Tu vas le savoir. Ah, OK, je sais d'abord, c'est qui. C'est la chanson de P. Diddy avec sur Tupac. Là. Pas Tupac, mais Biggie. La réponse c'est I'll Be Missing You. Ouais, c'est ça. De Puff Daddy avec Faith Evans et 112. Ah ouais, c'est en 97, ça? Ouais, je ne l'accorderai pas vu que je t'ai donné Mais quasiment 3 quarts, là. Ben oui, accorde-moi pas, c'est pas bon. Voilà. Son numéro 1 au Québec. Ça, tu l'auras pas, là. Non? Peut-être la chanteuse, peut-être. Ah, c'est une chanteuse. Non. 90... Hein? Non. 97, Martine Sinclair? C'est un peu tard, Martine Sinclair, en 1997, non? Je sais pas. Gabriel Les Trois Maisons? Non, la réponse est quand on s'en va pour oublier de Luce Dufaux. Ah, La Belle Luce. Celle qui a chanté évidemment aussi l'histoire de Scotch. Ah oui, Histoire de Scotch, m'enchante. Je sais pas si je te l'ai dit. C'est bon quand même pour une chanson de vieux. Ouais, pour vrai, mais c'est une bonne chanson. Le film numéro 1 au box-office. Je vais y aller avec Godzilla. Non, la réponse est Air Force One ou Avion présidentiel en français Tom avec Cruise. Harrison Ford. Ah, c'est Harrison Ford, ouais, c'est pas Tom Cruise. Ouais. Et maintenant, jeu vidéo sorti alentour. Ça, Au mois d'août 97. Un jeu que tu devrais avoir, pour vrai. Là. 64? Oui. Un jeu que je devrais avoir. Ouais. Tu devrais avoir la réponse. Comment? Tu devrais avoir la réponse. Ouais. Le fait que tu me dises ça, on dirait que ça me fait hésiter. Ah ouais? C'est un jeu de sport? Non. Ok. Je vais y aller avec Perfect Dark. Oh, t'étais vraiment, vraiment proche, mon chum. C'était James Bond? GoldenEye 64. Ah. Oh, 007. Tu vois, ouais, mais je pensais que c'était genre trop évident pour que ça soit ça. Fait que j'ai pris Perfect Dark, mais bon. Ben, c'est dans la même lignée. Là, Ah ouais, c'est la même chose. C'est Perfect Dark, c'est une réplique quasiment de. Ouais, exactement. Ah, je m'attendais que tu l'aies, mais bon, en même temps, c'était quand même proche. Ouais. Dans le monde du sport, ça, c'est une question sur le hockey. Mais c'est d'ordre de général. C'est pas genre telle équipe a battu telle équipe. Là. Mais non, c'est au mois d'août. Jamais que toi, des fois, tu penses des affaires. Ben, je le sais, à cette heure, comment il marche ton quiz, là, ton truc. Là. À peu près temps, après 10 fois. Plus que ça, même. Ben oui. Oui, qu'est-ce que... Ah, ben, faut que je te dise, tu veux pas essayer de deviner c'est quoi? Ah, ben, dans le monde du hockey, 97... 97... non, tu peux me le dire, je sais pas. OK. La nouvelle équipe de NNH, les Prédateurs de Nashville, d'expansion évidemment, ont nommé Barry Trotz comme entraîneur-chef. Il va durer 15 saisons là-bas, avec 1196 parties de saison régulière. Ça, c'est un record, hein? Pour une franchise, si ça ne l'est pas, ça doit l'être pas loin à maudit. Ouais. Pas mal sûr. Il doit y avoir genre les Canadiens de 70 là, qui doivent avoir quelque chose de genre. Peut-être. Évidemment, Barry Trotz a gagné la Coupe Stanley avec les Capitals une couple d'années. Puis là, il est retourné justement à Nashville, je pense. C'est pas le nouveau GM qu'il avait nommé.
Ouais, ben, en tout cas, si c'est pas ça, il va l'être bientôt. Ouais, ça Tant boucle mieux. la boucle, le bain, ouais, tant mieux. Et sur le WCW Magazine du mois, c'était qui d'après toi? C'était Hulk Hogan. Et non, c'était son ennemi de Stargate 97, Sting. Alors voilà, dans la vraie vie d'aujourd'hui, évidemment, t'en as pas eu, mais t'étais proche sur une coupe, là, pour vrai. Là. Ouais. Peux-tu arrêter ta musique de merde? Ben, tu peux le faire pendant que je check mon texte, si tu veux. Ah, parce que c'est moi qui fais ça en plus. Tabarouette. Ben, ça t'empêche pas de le faire d'habitude quand je te le demande pas, là. Start la musique, puis c'est moi qui l'arrête. Tabarouette. Ben ouais, mais ça change quoi? C'est pas grave. On travaille d'équipe, hein, qu'on fait nous autres. Quand On ça est, te tente. on est des chums, pas juste Pas dans juste, la oui. glace. Ils savaient pas, les autres l'ont entendu. Non, c'est vrai, hein? Ouais. Dans la journée de ce soir, du 4 août 1997, en direct du palais de Auburn Hills au Michigan. Arena qui a été démolie le 11 juillet 2020. Et après 38 ans d'existence, l'épisode de ce soir est le numéro 99 de WCW Nitro. Sauf que pas malheureusement, mais sauf que d'après WCW, c'est le 100e épisode de Nitro. Mais ce qui est faux. En classique WCW Fashion, c'est vrai techniquement, mais ça ne l'est pas. Parce qu'il y a un des Nitro qui était juste à la radio. À la radio? Oui, à l'époque, oui. C'était juste un Nitro spécial pour la radio. Yeah, boy, ça devait être bizarre. Quoique, non, ben, ça s'écoute, la lutte en audio. Si les commentateurs font la job comme il faut, ça s'écoute certainement. Ils font bien du hockey à la radio. Ils veulent bien faire de la lutte. Ouais, j'avoue. On devrait peut-être remettre ça, la lutte à la radio, dans le fond. Pourquoi pas? On pourrait le faire, ça. Si quelqu'un... Je sais pas s'ils vont penser à nous autres en premier. Quelle bonne blague. Ouais, on connaît pas les bonnes personnes, je pense. Non. Oui. Alors, voilà, c'est... puis évidemment, le classique W Fashion, WCW, c'est le 100e, mais dans le fond, c'est le 99e. C'est plate, hein, parce que c'est tellement le fun d'atteindre des milestones que pourquoi faut que tu triches pour ça? Ben, c'est pas qu'il trichait, là. Techniquement, c'est vrai, là. Mais télévisé, c'était en tout cas. Fait que, ouais. Évidemment, on va directement avec l'intro de Michael Buffer qui nous suit de numéro des Nitro Girls, évidemment, les genres de cheerleaders, si on veut, de l'époque pour la WCW. Ouais. Puis, toujours intéressant de voir les Nitro Girls, surtout à l'âge qu'on avait. Ben, moi, j'ai jamais trippé ces Nitro Girls, honnêtement. Je sais pas pourquoi. Là, toi, tu parles de tripper sur eux autres en tant que, genre, dans le show, ben, genre leur look, mettons. Là. Tout. Au complet. Ah ouais? Il y en avait des belles, là. Ah ouais, sûrement. Mais non. Kimberly était belle, Fire était belle. Là. Il y en a beaucoup qui étaient jolies. Shea était belle aussi. Je sais pas. En tout cas. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ouais. C'était pas un lay-up en plus pour que tu fasses ta joke. Là. Et dans le soir de ce soir, pour commencer le gala, sont Tony Schiavone, Larry Zbyszko et Mike Tenay, le professeur. Le late great Mike Tenay. C'est lui qui est mort? Non, c'est Don West qui est mort. Ah, je suis désolé, Mike Tenay. Tu sais ce que tu m'as dit tout à l'heure hein, à propos de ça va te revenir d'en face? Quoi, que Mike Tenay va mourir? Ouais. Le monde va écouter le podcast et dire c'est à cause de lui. Ben désolé, oui, hein. Mike Tenay. Un ennemi de plus, un ennemi de moins. Hein? Un de plus ou un de moins. Ouais, exactement. Et la tune de la NWO se fait entendre dans l'aréna, évidemment, avec voilà, Eric Bischoff et Hollywood Hulk Hogan, le champion défendant. Et des choses qui ne changent pas, dit Eazy-E. Luger est toujours aussi... Non, je ne peux pas dire. Il est aussi idiot qu'une brique. Et Hollywood dit qu'il était pour sacrifier l'agneau qui est Lex Luger à Sturgis Road Wild ce samedi. Mais WCW est tellement arrogante qu'elle a joué avec le contrat dans le dos d'Eric. Et tu vas payer pour ça, Luger. Et évidemment, je vais te traîner dans la boue et encore montrer pourquoi je suis le dieu incontesté de la lutte. Et évidemment, il finit en disant qu'après qu'il va avoir battu Luger ce soir, ben, il va affronter Scott Hall à Sturgis en une bataille entre chums. Alors voilà. Un chum, c'est un chum. Oui, la promo, évidemment, qui commençait souvent les shows de lutte à l'époque. Là. Ouais. Ben, c'est correct. Moi, j'aimais ça. Ben ouais, c'est correct. Quand c'est pas 25 minutes puis le gars qui fait les promos est pas bon, hein, c'est correct. Bon. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Après ça, tu vas dire que t'aimes les lutteurs. Pourquoi tu parles d'Adam Cole de même?
Franchement. Je parle jamais d'Adam Cole de C'est même. Moi, vrai j'adore qu'il- c'est Adam vrai, Cole. c'est vrai qu'Adam Cole, avec un micro, quand l'autre est meilleur, il a l'air d'un esti d'épais. Hein. Non, pas du tout. Je trouve qu'il a très bien tenu son on avec lui, là. Pas parce que MJF est meilleur automatiquement, tout le monde est poche contre lui, là, arrête, là. Tout le monde est poche. Non, pas tout le monde est poche. Et ouais, évidemment, on parle du combat et aussi de Sting, évidemment, qui était sur qui était sur toutes les lèvres de tout le monde parce que, évidemment, ça faisait quasiment un an qu'il n'avait pas parlé, même plus que ça. Puis JJ Dillon avait une offre à y faire. Il y a une offre à y faire ce soir. Fait que plus tard, on va voir ça à Night Show. Et alors, on est prêt pour le match numéro 1. Mortis avec James Vandenberg contre Kurt Hennig, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, c'est Monsieur Perfect. Et aussi Mortis et Chris Canyon. Oui. Et James Vandenberg et Father James Mitchell, évidemment, pour ceux qui veulent savoir plus sur leur relation tumultueuse. Allez écouter le Dark Side of the Ring avec Chris Canyon, évidemment, qui était c'était son genre de mentor, si on veut, puis son gars qui se met avec lui sur la route. Puis beaucoup d'histoires, pas tout le temps le fun à raconter, mais quand même, allez voir ça sur Dark Side of the Ring. Mais là, j'ai entendu dire dans le match, il y avait John Bambisbrook aussi, c'est ça que tu as dit? Ouais, James Vandenberg, ouais. Ok, ok. Ouais. T'es pas sûr. Ça aurait été malade. Ouais. Un coup de genou à la volée de Mortis s'envoie Perfect en bas du ring. Et Vandenberg essaie de s'en mêler, mais Hennig le slap d'en face. Puis ce qui ouvre la porte, évidemment, à Mortis avec pour sa belle offensive qu'on connaît de Chris Canyon, là, avec ses prises qui sortaient de l'ordinaire. Il fait une goutte avec élévation. Et après ça, un coup de pied de roue tournante pour un compte de 2. Et malheureusement, quelques secondes plus tard, Hennig profite d'une erreur de Chris Canyon, mais de Mortis, dans le fond, pour lui faire un brise-jambe. Pour tout de suite, après ça, il faire la souplesse du pêcheur pour le compte de 3 et la victoire de Kurt Hennig. Oh, surpris Kurt quand même, non? Ben non, là. Non. J'aurais donné ça à Mortis. Ben non, Kurt Hennig est bien plus poussé que Mortis à la WCW, là. Ouais, ben, pas mal tout le monde est plus poussé que Mortis à Ah non, WCW, je sais bien. Puis en plus, Hennig a un match review samedi d'après à Road Wild contre DDP. Fait que tu peux pas vraiment faire perdre ça n'a pas vraiment de sens que le gars qui se pogne contre DDP, il job contre Mortis. Là. C'est ça. Ouais. Sinon, un match correct. Là. On va dire ça souvent, je pense, de ce show-là. Ouais, ben c'est ça. C'est tous des gars qui sont bons dans le ring, mais qui n'étaient peut-être pas à leur top de leur époque. Apogée, ouais, c'est ça. On va dire ça de même. Ben, Perfect surtout, là, avec ses blessures, c'est dur. C'est pas le Mr. Perfect de la WWF, mettons. Là. Puis Mortis, ben, il est bon, mais dans son rôle de Mortis, je veux dire, c'est pas pareil non plus. Il lutte pas de la même façon. Fait que... Il est plafonné aussi. Là. Ouais, vraiment. Ouais. Le vidéo package est maintenant sur Sting. Surtout sa transformation de Surfer Sting à Crow Sting. Aussi son allégeance à la WCW. Alors, ça, on est prêts. Match numéro 2. Chavo Guerrero Jr. et Hector Guerrero contre Dean Malenko et Double J Jeff Jarrett avec Deborah McMichael dans son coin. Hey, il nous suit partout, Jeff Jarrett, en ce temps-ci. Ouais, c'est comme devenu le Jerry Lawler, le deuxième Jerry Lawler du podcast. Et on en parle beaucoup. Pas juste là, puis en plus, il a été là longtemps à Memphis avec Jerry Lawler, Jeff Jarrett. Là. Ouais, Jeff Jarrett à un moment donné, puis ben Jerry Lawler aussi, c'est sûr qu'on va faire sa bio à un moment donné. Là. Ouais, c'est inévitable. On n'a pas le choix. Ouais. Et Dean et Jeff travaillent bien ensemble, mais ils coupent le ring en deux. Avec Hector, le frère de Dean, montre des signes de vie avec une coupe de flash pin là, sur ses deux opposants. Il tente un rouleau de victoire sur Malenko qui, malheureusement, l'homme aux 1000 prises tombe sur lui-même. Fait que l'autre, il tombe comme genre d'electric chair. Et après ça, trèfle à 4 feuilles du Texas sur Hector. Double J s'occupe de Chavito et Malenko fait abandonner Hector. Et les deux ont rendez-vous contre Chris Benoit et Steve Mongo McMichael à Sturgis ce samedi. Hey, il aurait juste manqué que ce match-là, ça soit en direct d'Hector d'éloge. Ouais. Désolé pour ceux qui n'ont pas compris, mais c'est pas grave. Ouais. Interview time avec Mijino Cullen. Hey, tu l'as pas sorti? Ben, il fait trop noir, vous ne verrez pas. Ok, parfait. Et Raven. Et là, Raven est assis. Elle était écœurante, ça tourne à WWF, ouais. pareil. Ben oui. Ben, Raven était écœurant tout court. Il a su bien se démarquer dans sa carrière. Ouais, juste le seul temps qu'il ne se démarquait pas, c'est quand Vince savait où il checkait. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Vince McMahon, il l'aimait pas, Raven. Pourquoi il l'aimait pas?
Il l'aimait pas parce que quand il sortait avec Shane McMahon, puis il saoulait Shane McMahon. Ah! Quand il Il était pissait en plus bas jeune. des toits. Mais non, il faisait pas ça. Mais quand il était à WWF, il buvait beaucoup avec Shane McMahon. Là. Il me semble que ça marche pas, Raven et Shane McMahon qui se saoulent la gueule ensemble. C'est un Ouais, drôle mais de duo. dans le temps, c'était Johnny Polo. Là. C'était moins. Ouais, c'est vrai. Ouais, il était tu sais. moins dark, là. Ouais, Mais, quand même. même là, Johnny Polo et Shane McMahon, c'est drôle en Christ, pareil. Pourquoi pas? C'est un fun guy, Raven, quand même. Fait que pourquoi pas? Ouais. OK. Ouais. Il est dans la foule Raven, mais avant qu'il se lève de son siège, Stevie Richards arrive, contrat à la main. Et Richards dit à Raven qu'il a passé 14 jours à Atlanta, en Georgie, au CNN Tower, pour renégocier son contrat avec la World Championship Wrestling. Et Raven check le contrat, se lève et lui crache au visage. Puis après ça, j'aime ça quand il fait parce que Okerlund est là. He spat on his face! Merci, Minjin, de l'avoir dit ce qu'on a vu de nos yeux vus. Ouais, mais de la façon qu'il le décrit, si jamais ça avait été présenté à la radio, ça aurait été parfait. Ouais, pour vrai. Il pousse au tapis. Et après ça, Richards bloque un punch de Raven et il dit qu'il ne laissera plus, il n'abusera plus de lui comme ça. Et Raven lui rit d'en face puis il s'en va. Fait que ça va continuer un peu leur histoire, évidemment. Les deux vont s'affronter à Clash of the Champions 35 dans un combat sans disqualification. Un match que Raven va gagner. Et après ça, pas trop longtemps après ça, Richards va retourner aux côtés de Raven et de la Flock pour ensuite quitter la compagnie quelques mois plus tard. Que, voilà. Match numéro 3. Oui. Le Giant dans un combat handicap 3 contre 1 contre Joey Maggs, Lenny Lane et Scott D'Amore. Et oui, le Scott D'Amore de TNA, évidemment. Il arrivait avec la chanson Lenny Lane, Lenny Lane. C'est quoi cette chanson? Je connais pas ça. C'est quoi? C'est Penny Lane des Steve Beatles qui chante ça, je pense. Okay. Ouais. On apprend de toutes sortes aujourd'hui. Je t'avais dit que je serais moins bon aujourd'hui. Hein? Ben, je savais pas que c'était vrai. Là. Un véritable squash. Et après un chokeslam à chacun, ben, il les met tous un à côté de l'autre, puis il épine. Fait que victoire du Giant. C'est correct. C'était ce que ça devait être. Oui. Il en faut quand tu as un gars comme le géant dans ton roster. Oui. Et un oh yeah de Macho Man se fait entendre dans l'aréna. Et le voici qui fait son entrée avec la jolie Elisabeth à ses côtés sur l'entrée. Et un géant hors de contrôle, c'est correct pour moi parce que à Sturgis, ça veut dire que le Madness va être en contrôle. Et le géant va à sa poursuite et Macho et Liz partent à samedi, les gars. Oh. Pay-per-view est à samedi. Oui. Après ça, on a eu un très beau vidéo package sur Lex Luger. En fait, c'était pretty much son Titantron, si on veut, là, avec sa vraie tonne d'entrée. Oui. Parce qu'on essaie de mettre dans la gorge des gens que Lex Luger pourrait peut-être gagner à la fin du show. Puis on veut essayer de leur prouver qu'en vidéo package, peut-être que ça serait meilleur qu'en, mettons, en live. C'est pas parce qu'ils mettent un vidéo package qu'ils mettent ça dans la gorge. Là. Ben, moi, chaque fois que je vois... Hein? Ça s'appelle promouvoir ton main event. Oh oui, mais moi, à chaque fois que je vois quelque chose avec une vignette de Lex Luger, pour moi, ça me rentre ça dans le fond de la gorge. Peut-être pour ça que t'es malade, dans le fond. Mais j'ai des pastilles, je pense à Luger, ça s'en venait, là, je l'ai senti venir, puis boum! Parfait. Pour rétablissement. Match numéro 4. High Voltage. Kenny Chaos et Robbie Rage. Contre le Public Enemy, Flyboy, Rocco Rock et Johnny Grunge. Hey, Public Enemy, number one. Public Enemy, number one. Okay. Na. C'était cœur, hein? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'adorais les Public Enemy. Quand j'étais dans ce temps-là. Là. Ouais, c'était une de mes équipes préférées. J'aimais leur entrée, j'aimais qu'ils faisaient leur danse. Peut-être, je trouvais cool. Je trouve qu'ils sont plus dans le style à Dave, Public Enemy. Ben, j'avais quoi? C'est à 97, j'avais 11 ans. Fait que, faut pas virer fou non plus. Alors, les deux équipes sont en rivalité, dans le fond, on and off. Imaginez-vous donc. Et High Voltage a battu l'ennemi 2 fois à Nitro avant de perdre un street fight contre eux au Nitro du 14 avril en direct de Philadelphie, évidemment, la ville de Public Enemy. Oui. Et après ça, on a Robbie Rage qui fait un très beau springboard bulldog sur Rocco Rock. Et après ça, High Voltage ont l'avantage, mais Rage fait une erreur et Flyboy tag Grunge, qui est une maison de feu. Et l'ennemi public met Robbie sur une table, sauf que Kenny Chaos l'enlève de dessus.
Et Rocco Rock flip dedans. Et après ça, on a Chaos qui tient Grudge pour son partenaire, mais Johnny se tasse du chemin. Alors, évidemment, il y a une collision entre les deux. Et après ça, Grunge Roll Up, Robbie Rage pour le 1, le 2 et le 3. Public Enemy l'emporte. Et la foule est en délire. Oui, littéralement. Et après, la cloche High Voltage attaque Grunge avec un bout de table. Et les deux équipes vont terminer leur rivalité quelques semaines plus tard. Avec évidemment. Qui avait gagné cette rivalité-là? Public Enemy, oui. Ouais, hein? Ouais. Ça, je pense. Avec raison. Là. Quoique, c'est pas si pire comme équipe High Voltage. Tu sais, ils look, puis il y a un bon gear de tag team, puis il était jeune. Fait que c'est juste dommage que ça n'a rien donné. Là. Mais Kenny Chaos, par exemple, il a déjà gagné une tag belt, tu t'en souviens-tu? Kenny Chaos, ouais, avec. C'était qui? C'était-tu. Voyons. Lash Leroux, ça se peut-tu? Non, c'est-tu Lash Leroux? Non, c'était pas Lash Leroux. C'est qui? Rick Steiner. Oui, il était champion, Rick Steiner, avec Judy Bagwell. Puis il a donné la belt à Kenny Chaos, puis il était arrivé avec, puis il était champion par équipe. Non, tu vois. Ouais. Eh bien. The more you know. Ah ouais, exact. Ouais. Et revoilà les Nitro Girls, mais Alex Wright vient faire sa petite danse avec eux. Et pour mon plaisir personnel, évidemment. Et, on a Major Oakland qui vient l'interviewer. Et Alex Wright dit à Chris Jericho, si tu regardes ce soir, tu vas être embarrassé, encore comme au dernier Nitro que je t'ai battu. Et à Road Wild, il n'y a aucun problème. Il dit à la fois, vous êtes tous stupides. Alors, après ça, on se transporte au match numéro 5. Alex Wright défend son titre Cruiserweight contre Scotty Riggs. All right. On va mettre en situation. Scotty Riggs était l'ancien partenaire de Buff Bagwell dans les American Males. Ouais. Le genre de gars que tu prenais juste à Revenge ou à. Ouais. C'était quoi l'autre de WCW Nitro, c'est ça? Ouais, de World Tour. World Tour, ouais, c'est ça. Ouais. Lui, ou bien tu pognais le gars de la flotte, le Sick Boy. C'est vrai, hein? Il était hot en plus. Caliste. Ouais. Wright allait devant pour une grande partie du combat. Et Scotty renverse la vapeur avec un enziguri et une goutte atomique. Et un dropkick pour 2. Il place Das Wonderkind pour une superplex, mais Alex le fait tomber avec un coup de boule. Un missile dropkick plus tard. Et Wright reste le champion Cruiserweight. Et il va affronter Chris Jericho pour le titre, comme prévu, à Road Wild. Écoute, Alex Wright, moi je trouve que c'était. Il est bon, Alex Wright. C'était un bon lutteur. Y avait-tu lutté à WWF, lui? Il me semble que oui. Jamais. Hein? Non, jamais. T'es sûr? Non, c'est un des ben, pas des seuls, mais un qui n'a jamais fait le jump. Ah ouais? C'est surprenant, hein, parce qu'il était quand même il est encore jeune, encore, là. Ouais, puis il avait quand même, tu sais, il était grand, mais une bonne shape, là. Ben oui, en plus, c'est un excellent lutteur, là. Avant de devenir Berlin, là, mais c'est pour un autre podcast. Pas nécessairement, mais bon. Non, vraiment pas. Et les pétards explosent pour l'heure numéro 2. Et Bobby Heenan vient prendre la place de Larry Zbyszko au commentaire. Bon, enfin. Et après ça, on a Interview Time avec Michino Cullen et Lex Luger. Oh, man. Oh, yes. OK. Oh, c'est l'heure pipi, c'est ça? OK. On va faire plus si tu veux, me dérange pas. Non, mais c'est parce que c'est Lex Luger, tu sais. C'est comment j'ai le temps de nous faire au moins de la bouffe, aller pisser, aller me chercher de quoi à boire, parce que, anyway, ça va être boring as fuck. Tu pensais pas ça quand t'étais jeune. Arrête. J'ai jamais aimé Lex Luger, moi. Je suis sûr que tu l'aimais. Arrête. Jamais. Jamais. Je suis sûr que oui. La seule affaire que j'aimais de Lex Luger, c'est ses bobettes des États-Unis puis son petit golden sur ses bottes, c'est tout. Ok, c'est bon, t'as le droit. Il y a des moments du goût, moi je savais c'était quoi les bons lutteurs. Ben oui, M. Tatanka puis IRS. Il y a beaucoup de moments décisifs dans la vie, dans la carrière de tout le monde. Pour le paquet total, c'est ce soir, Hogan. Je t'ai entendu plutôt dire de la merde, comme d'habitude, mais bientôt, je vais te donner une chose. C'est probablement celui qui a rendu la lutte professionnelle ce qu'elle est aujourd'hui. Lex Luger ou Hulk Hogan? Non, Hogan. Il dit okay. Luger dit ça d'Hogan. Ouais, je sais, je niaise. Ouais, je sais que tu me niaises. Mais c'est ce soir que je fais l'histoire. Je te mets dans le rack à torture et je gagne la ceinture. Ça rime en plus. Oui, c'est. Puis comment il savait que c'était aujourd'hui dans l'histoire? Que c'était un devin, ça? Ben, Luger, c'est sûr. Ouais. Le karma l'a rattrapé aussi. Hein? C'est pas drôle. Non, je sais. Je vais attendre à la fin quand ça va être rendu au moment.
à la place. Parlant malheureusement de karma. Match numéro 6, Chris Benoit contre Six. Oh, Évidemment, wow! X-Pac. Oui, quand même, Ça, un bon c'est un match-up. bon match, ouais. Oui, sur papier, c'est pas juste papier. C'est Mhm. un bon match. Là. Ouais. Et un bon début de combat couronné d'un toupé suicida de Benoit sur Six. Après ça, on a un Michinoku Driver de Six qui monte au top pour un senton en flippant, mais Benoit, il se tasse puis il arrive personne dans la piscine pour Monsieur Six. Et, Mais pourtant, au mois d'août, les piscines sont remplies, non? Ouais, pas intérieur, extérieur, oui. Hey, on va-tu le faire maintenant, le show avec la piscine? On Avec pourrait. Ric Flair qui mange des backdrops dans la piscine. Ça, ou bien Kevin Nash qui saute dedans. Là. Ah ouais. Hey, c'était en quelle année, ça? C'était quoi, cette... On doit être à peu près ces années-là, j'imagine, 97, 98 max. OK, faut que je check ce show-là plus tôt que tard parce que j'ai le goût de rire un peu. Plus tôt que tard. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau, j'aime ça. Comeback du Crippler. Il a 6 pour une souplesse arrière mais de la 3. Mais quand Jeff Jarrett arrive pour frapper Chris Benoit, puis c'est plate pour ça. C'est lui qui mange le plus gros de la shot là, parce qu'il est comme devant tout le monde, fait qu'il lui il revole en bas du ring, là, quasiment tête première sur les marches. Ouais. Puis, ouais. Puis évidemment, ça fait que c'est un DQ pour ce combat-là. Dommage. Oui. Et Mongo McMichael arrive pour le save. Puis après ça, Malenko arrive évidemment pour égaliser le sort. Et les 4 se frappent à qui mieux. Et ils vont tous se retrouver samedi, comme j'ai dit tantôt. Ça, c'est dommage parce que j'ai pas souvenir d'avoir eu... Il n'y a pas eu énormément de matchs entre Six, X-Pac puis Chris Benoit parce que c'est deux gars super... Ouais, c'est deux gars super agiles, des bons gars pour construire un match aussi. Là, Benoit, il donnait pas sa place. On sait qu'X-Pac, c'était un des meilleurs de la business. Là, ouais, c'était meilleur pour ça, pour vrai. Mais Benoit puis X-Pac, je trouve que c'est deux gars qui se ressemblent beaucoup au niveau énergie. Là. Évidemment, ils n'ont pas le même style de lutte. Benoit est beaucoup plus technique et rough qu'X-Pac, mais c'est un match-up que j'aime beaucoup. Moi, j'étais déçu un peu de la façon que, quand j'ai regardé le show, que c'était correct, mais on dirait que j'en aurais pris un petit peu plus. Mais évidemment, à ce moment-là de leur carrière, c'était pas ça qui était pour la compagnie. Là, c'est un throwaway match sur un show là, pour gagner du temps et avancer un peu le match entre les 4 gars. Là. Ouais, dommage quand même parce que c'est un beau match-up. Ouais. Ben ça, il s'en a fait une couple de fois de la WBF, là, genre en 2001, là, quand Benoit est arrivé à WBF avec les Radicals. Là. X-Pac était avec Albert puis Credible. Ouais, non? Credible, mais il était là aussi dans le temps de DX. Là. Il est arrivé en 2000 avec les Radicals. Fait que... Ouais, la fin de DX. Là. Au début, il y avait feud avec les Radicals. Au début, là, DX puis Radicals. Là. Non, c'est vrai. Tu sais, le moment, il y avait un SmackDown, il fallait qu'ils gagnent tous leurs combats. Là, puis Guerrero s'était pété le bras sur un Frog Splash. Là. Ouais. Puis Benoit, tu vois, j'avais battu Chris Benoit, là, évidemment. Ouais, je m'en souviens. Ben, quoi. En même temps, quand t'es le meilleur. Ouais, Push New Stars. Hein, non, ça, c'est ça. Les Nitro Girls sont de retour. Et on y va pour le match numéro 7. Oh boy. Vincent contre Booker T avec Stevie Ray dans son coin, son frère. Je dis ça comme ça, là. J'aime pas les chances de Vincent dans ce combat-là. Ben, non. Ouais. Scissors Kick, forearm d'en face. Après ça, Vincent sort du ring pour prendre son souffle, mais Stevie Ray fait une close line. Il les ramène dans le ring. Après ça, un Harlem Sidekick pour le 3 et la victoire de Booker T. Tu sais, quand je parlais de gagner du temps sur un show de 3 heures. Là. Tu sais, quand faut tu te mettre deux gars pour battre Vincent. Là. Ouais, en même temps, c'est un gars de la NW, c'est correct. Ils font ça eux autres d'habitude. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Turnaround is fair play. Fait que c'est ça. Salut de pas y aller tout seul. Fait que voilà. Puis après ça, après que le combat, ben, Stevie Ray a un message. Il bidonne un peu Vincent, il donne une coupe de coups de pied. Là. Et Stevie Ray parle à la caméra. Puis il lance un message à ses opposants à samedi à Sturgis, Buff Bagwell et Scott Norton, Vicious and Delicious. Big in Japan aussi. Sale tag team. Scott Norton et Buff Bagwell. C'est mal. Ouais, j'avoue que dans un jeu vidéo, là, c'est un beau tag team de jeu vidéo. Ça. Arrête. Il est bon, Scott Norton. Arrête de le blaster. Hey, t'imagines-tu Scott Norton avec Luke Gallows au Japon? Ça aurait été une estime tag team, ça. On devrait faire nos recherches, c'est peut-être arrivé, mais on ne sait pas. Sûrement. Il doit encore Scott Norton, je pense, en plus. Je pense que oui. Il est en shape. Ouais.
Interview time avec Michelle Cullen et Diamond Dallas Page. La crasse. Voilà. Page dit qu'il est convaincu où il va et Es-tu comment convaincu? il va. Oui, il est convaincu. Mais c'est moi qui Ok. n'ai pas l'air convaincu en lisant mon Ouais, c'est texte, ça. mais il est convaincu où il va et comment il va y arriver. Il dit que lui et Flair n'ont jamais eu d'altercation parce que, évidemment, les deux pensent la même chose. Ils détestent les mêmes personnes. DDP haït Hogan, Flair haït Hogan. DDP haït Macho Man, Flair haït Macho Man. Ben, moi, je pourrais Sauf te que dire juste une affaire. Tout le monde déteste Hogan. pas tout le monde. Beefcake, il l'aille pas. Bon. Qui? Beefcake, il l'aille pas. Non, c'est vrai. Je suis sûr que le Nasty Boys, Brian Knobbs, il l'aille pas non plus. Non. Eric Bischoff, je l'haïs pas non plus. Non. Il y a beaucoup de monde qui l'aise pas. Moi, je l'haïs pas non plus. Toi, je sais, le monde sketchy, t'es aimes, toi. Mais il courtise Kurt Hennig, et lui, il l'aille aussi. Sauf que, fait que là, c'est là que les styles se clashent entre lui et Flair. Et rien à voir avec AJ Styles. Non, exactement. Et tu essaies de me mettre Flair dans les pattes pour que je me rende pas à Surgis à 100%. Mais je pense pas que ça va arriver, non. Dis-toi une chose, Flair, tu peux avoir t'as peut-être mon respect, mais j'ai ton numéro. Bang! Et une promo pour ce pauvre Diamond Dallas. Ah, les maudits inside que. Ben là, tout le monde connaît là, tu connais ces inside-là. C'est pas si inside que ça comme on fait d'habitude. Là. C'est les codes de film, c'est pas des inside. Là. Okay. Ouais. Match numéro 8. Le Barbare, le Barbarian contre Wrath avec James Vandenberg et John Van Beesbrook. Un match pour hommes, ça. Oui. Et Wrath montre son agilité pour un gars de 6 pieds 3, 300 livres, avec une belle line en sautant de la troisième corde. Et les deux brawl en bas du ring un petit peu. Et Barbarian veut imiter Wrath en allant au top, mais Wrath traversait avec son rock bottom qu'il appelle le Death Penalty. C'est suffisant pour gagner le combat. Fait que victoire de Wrath. Barbarian qui est... Oui. Hein? Non, mais c'est un tough, ça, Barbarian. Ben oui. Et parlant de tough, le partenaire du Barbarian, Ming. Ouh, un autre tough. Il vient faire face à Wrath, mais Vandenberg, il dit que c'est pas le temps et les deux s'en vont. On a un petit meeting qui s'en vient bientôt avec ces deux-là. Et après ça, on a un autre interview time avec Michelle Cullen, les Steiner Brothers et Ted DiBiase. Oh, wow! Quelle équipe! Mais tu sais pourquoi Ted DiBiase de ce ton-là? Là? Pourquoi? Mais parce qu'il était tout récemment avec la NWO, il était pas. C'est un face turn pour Ted DiBiase, ça. Oui. Parce que dans le show, je ne l'ai pas dit, mais une couple de fois, il en parlait. C'était une des grandes links pour le show de ce soir, le Night Show. Comme quoi que les annonceurs disaient que les Steiner Brothers avaient une nouvelle qui était pour shaker le corps de la fédération puis de la NWO. Ben non, mais parce que c'était quand même un des membres fondateurs de la NWO, si on veut. C'est lui qui avait, dans le storyline, c'est lui qui avait financé le groupe. Là. Ouais. Tu sais, quand il disait The following announcement has been paid for by the New World Order, ben, c'était à cause de DiBiase qui payait. Là. Ouais. Fait que voilà, il est maintenant dans le camp des Steiner Brothers et surtout celui de la WCW. Et après ça, DiBiase dit que son père est décédé dans le ring en 1969. Il avait fait le pacte qui tiendrait à son nom et qui donnerait une star dans la profession. Mais quelque part, il a perdu son chemin, des choses importantes. Tous les hommes payent le prix pour leur décision, dit DiBiase. Faut que je me prouve aux Steiner Brothers à la WCW parce qu'évidemment, la confiance n'est pas donnée, hein, surtout après avoir passé ton compte de ta carrière en heel. Puis, évidemment, il va faire ça à Road Wild quand il va prêter aux fans puis aux Steiner Brothers quand il va arracher le cœur d'NWO, évidemment, les titres par équipe des Outsiders pour y prendre, et c'est important ce que je veux dire, et prendre les titres de la World Wrestling. T'as-tu remarqué qu'il a dit World Wrestling comme s'il était pour dire World Wrestling Federation puis arrêté? Ouais. Pourquoi? Il s'est trompé? Mais ça allait dire World Wrestling Federation. C'est pas de BF, ça. Non. Fait qu'il a arrêté coupé court, puis Mean Gene l'a aidé. Il a dit Ah, you mean the World Championship Wrestling? Oh, wow. Non, j'avais pas remarqué, mais. T'as pas marqué, non? Okay. C'est pour ça qu'il arrête. Non, pas sur le coup, hein, c'est ça. Je suis comme, Mais, are you saying Ted DiBiase? That... Puis ça faisait quand même un bout, là, qui était avec la. Ben, c'était quand même un an, à peu près. Un an et quelques, ouais. Oui, ben après, il est parti en mai 96, puis il est arrivé peut-être un mois plus tard à WCW. Fait que... Ouais.
Tu parlais du père de Ted DiBiase. Allez voir la biographie de Ted DiBiase, disponible partout. Puis tu parlais de son père aussi. C'était Harley Race qui avait tenté de réanimer son père sur le ring. On en avait parlé dans cette biographie-là. Tous les détails sur le podcast. Oui. Puis évidemment, après ça, on entend un « Hey yo! » Évidemment, c'est les Outsiders qui arrivent sur le stage. Et Scott Hall dit qu'ils savent que les Steiner Brothers sont bons, mais les Outsiders sont meilleurs et les ceintures autour de leur taille le prouvent. Et après ça, Nash dit à DiBiase qu'il n'a pas compris la partie For Life d'NWO For Life. Puis qu'à cause de ça, c'est un homme mort. Ouais. Menace de mort. Ben, c'est parce que c'est en For Life, mais il n'est pas For Life, fait qu'il va mourir. Bon. Puis après ça, DiBiase dit qu'il sait beaucoup plus sur eux, puis évidemment, il connaît la NWO de fond en comble, puis il peut tout donner les conseils qu'il a su de la NWO aux Steiner Brothers pour qu'ils soient prêts pour samedi à Road Wild. Puis après ça, Kevin Nash finit en disant que la seule raison pourquoi DiBiase est avec les Steiner Brothers, c'est pour que quelqu'un lise les menus sur la route quand ils vont manger. Les autres, ils trouvent ça bien, bien comique. Ou pour qu'ils retiennent Rick Steiner de dire des commentaires homophobes. Ouais, mais ça, c'est un peu trop tard pour ça. Là. Ouais. Fini. Bye bye. Fait qu'évidemment, comme j'ai dit, ben, ils vont s'affronter, les deux équipes, à Road Wild ce samedi pour les titres par équipe de la World Championship Wrestling. Beau match-up, beau match-up. La Fédération mondiale de lutte. Non, c'est pas ça, c'est la WPA. Je fais comme Ted DiBiase, tu sais. T'es mêlé, mon petit gars. Ben, ça se peut. J'étais comme Ted dans sa promo. C'était voulu. Là. Ça arrive pas beaucoup. Ted, quand il est. Non, dans WCW, t'es mal entouré, mais Ted, c'est un. Ah, ben là, c'est pas une question de mal entouré, c'est manque que t'as dit, là. Un peu comme ceux qui font des promos à AEW. Tu sais. Okay. Je vois pas de quoi tu parles. D'habitude, les promos à AEW sont très bonnes. C'est sûr que si tu regardes le show comme ça sur ton téléphone, tu ne portes pas attention, c'est facile d'oublier les bouts. Hein. Les Nitro Girls en noir, suivi d'un report de Lee Marshall, suivi du match numéro 9, Psychosis, avec Sonny Ono contre Conan K-Dog. Évidemment, Conan commence avec un classique, son Rolling Clothesline. Yes! Il fait une petite roulade, puis il fait une clothesline, un peu comme notre ami Chad Thompson faisait à la NWA, notre fédération à l'époque aussi. Un grand fan de Conan. Oui, un peu trop même. Allez, Barassa! Oh, allez! Psychosis réplique avec un spinning heel kick de la troisième corde et d'un flipping senton laborieux de l'extérieur à l'intérieur. Et après ça, Conan attrape un saut de grenouille, il le drop avec un DDT. Il l'attrape un peu sur corps à corps. Là, il fait juste le dropper avec un DDT. C'est un move pas mal cool pour vrai. Puis après ça, il y a le Tequila Sunrise qui fait abandonner Psychosis. Oh, viva la lucha libre! Oui. Parlant de lucha libre, Rey Mysterio Jr. en béquille arrive pour aller voir évidemment Conan qui va affronter Asturgis ce samedi dans un combat de mort mexicaine, un Mexican Deathmatch. Ce qui veut dire hardcore? Ben, c'est un hardcore match, mais c'est vu que c'est des Mexicains et des lucha libre, ben. OK. Ouais. Et Conan se moque de lui et l'écœure, puis il kick une de ses béquilles, puis il se penche pour frapper Conan après ça. Mais évidemment, c'est une ruse de Rey Mysterio qui était correct tout ce temps-là. Puis il prend l'autre béquille, puis il casse dans le dos. Ouais, c'est l'NWO, là. Arrête, là. C'est pas comme si c'était des enfants de cœur. Il pas ça, mais voyons donc. Je parle pas du tag team du Québec là, quand je dis des enfants de cœur. Est-ce que t'es fatigué avec ces affaires-là? Bon, ouais, pas comme si. Moi, j'aurais jamais dit ça. Non, ouais, je disais avant tout, tu n'as juste pas pensé. Fait que, quand même, hein? Ouais. Fait qu'il va s'affronter, comme je dis, dans un combat de match de mort mexicaine à Sturgis. Match numéro 10. Oui, vas-y. Je veux te couper, c'est drôle, c'est que. Ouais, vas-y. Il n'y a personne chez nous pendant que j'enregistre le podcast en ce moment. Puis il y a les jouets de ma fille qui jouent tout seul dans le salon. C'est ça, je m'en dis, c'est quoi ce bruit-là d'abord? Il y a comme une petite fille, une poupée qui crie. C'est fucking bizarre. J'ai peur, tout le monde, j'ai peur. C'est peut-être mon dernier podcast. C'est peut-être. C'est mon dernier podcast dans cette maison-là. C'est peut-être littéralement aussi, là. Oh shit. Non, mais tu l'as dit avant-dernier, fait que ça compte pas. Hey, on est rendu à 10 matchs dans oui, un show de 3 heures. 2 heures, 3 heures, c'est 3 heures. Hein? C'est 3 heures, mais c'est genre 2h49 sur le. Ouais, non, 2h43. 10 ouais, matchs. mais on dit 10 matchs, mais le 3/4 des matchs, ils ont duré genre 4 minutes, 4-5 minutes chaque max. Là, quand même, passe vite, c'est. Ben oui, c'est sûr. Mais...
Match numéro 10, Damien et Silver King contre Ernest the Cat Miller et Glacier. I'm the greatest. Dans ça-là, il était pas. Il était ordinaire. Là. Ouais. Et les Cruiserweight isolent Miller au début, mais le chat leur kick le kick d'en face pour s'en sortir. Puis à un moment donné, il fait un move qui est genre, il kick Silver King, puis sur le même élan, il fait genre un Superman Punch à Damien. C'est malade pour vrai. Mais Cat Miller, il sortait des moves de même que le monde pensait des fois que c'était pas voulu, mais. C'est un gars de karaté, fait qu'il sortait beaucoup de kicks de même. Là. C'est un excellent. Très divertissant. Moi, l'aimais bien. Ouais. Et après ça, Glacier Super Kick, le roi d'argent. Hors du ring. Et Miller finissait avec un coup de pied de la troisième corde de toute beauté. Dans le fond, c'est hot parce qu'il est de devant. Il va de l'autre côté, il va par en arrière, puis il va par en avant, puis en descendant, il fait un kick d'en face. Fait que c'est vraiment un beau move pour vrai, puis un très beau finish. Là. La victoire pour Glacier et Ernest de Cat Miller. Sub-Zero. Oui, évidemment, ceux qui ne savent pas, c'est comme pratiquement Sub-Zero de Mortal Kombat, mais à la WCW. Mais tu sais pourquoi il n'est plus là, Glacier, aujourd'hui? Il a fondu. Ben oui, des changements climatiques. Ouais, je savais que c'était quelque chose du genre. Ouais. C'est véridique. Exact. Eric Bischoff est de retour. Et les annonceurs se demandent pourquoi, parce qu'ils ne sont pas sur la run sheet. Il y a 3 personnes pour qui il n'a pas aucun amour pour, et c'est évidemment Larry Zbyszko, le géant, et J.J. Dillon. Et Zbyszko et le géant l'ont attaqué sournoisement, dit Eric. Et en fond, la semaine d'avant, Zbyszko a rentré Bischoff de force dans le ring pour qu'il mange un chokeslam du Giant. Puis là, oui. Et Eric demande à J.J. Dillon d'arriver au ring, de venir le voir, évidemment, ce qui est arrivé. Et il veut qu'il fasse le message au géant, comme quoi que s'il lui touche une fois encore, il va poursuivre le géant pour tout ce qu'il possède, et aussi ce que tous les enfants de ses enfants vont posséder aussi plus tard. Après ça, il dit que pour Zbyszko, lui, il ne poursuivra jamais parce que, évidemment, ils sont vraiment en tête ensemble. En tout cas, ils étaient tête ensemble. Là. Dans la vraie vie, il l'était pour vrai. Là. Mm-hmm. Puis il dit qu'il ne ferait pas ça. Mais s'il met juste le doigt dessus une prochaine fois, il va kicker à la tête. Puis évidemment, J. Dillon prend ça en riant dans la face de Bischoff, puis il s'en va. Fait que voilà. Aucun respect. Bischoff fait des menaces à du monde qui pourrait lui péter la gueule. Après ça, on a le début de la 3e heure avec des pétards et Nitro Girls. Et on va après ça au match numéro 11. Oh, ça, c'était un match pour hommes, ça aussi. Diamond Dallas Page contre Ric Flair. Wow. Sur Nitro, de même, plus le fun. Ouais. 3e heure. En même temps, c'est correct. Là. Il faut juste des matchs qui sont plus cruiserweight contre 2. C'était-tu un match qui avait été annoncé préalablement dans le show? Je me souviens pas pour préparer. Mais DDP, il l'avait parlé dans sa promo. Ah oui, c'est vrai. Dans la promo, hein, c'est vrai. En disant que Kurt Hennig avait envoyé Ric Flair pour le péter avant qu'il se rende à Sturgis. Là. Ouais. Et Kurt Hennig vient serrer la main de Ric Flair et c'est repart. Et sauf qu'il revient après ça avec un beau sit-down powerbomb de DDP sur Flair, que Flair a mangé vraiment flat bump. Il n'y a pas de côté comme il fait d'habitude. À cause de sa couille? Je ne sais pas de quoi tu parles. OK. Et on a une annonce après ça payée par la New World Order. C'est des chandails de NWO for Life portés par les Outsiders. Et au retour de la pause, Flair a DDP dans le coin avec des chops, évidemment classiques à la Ric Flair, des Woo Chops. Et après ça, Hennig distrait DDP. Et le garçon nature en profite pour faire un chop block dans la jambe de Dallas. Oui, le champion du peuple. Et évidemment, ça mène à la prise en 4. Mais sauf que Page va dans les cordes pour le prix. Et après ça, on a DDP qui lui rend l'appareil avec sa propre prise en 4. Et Ric Flair, quand il se débat, il poke l'œil de l'arbitre. Dirtiest player in the game, pas pour rien. Ben, il fait pas exprès, il essaie de se débattre. Fait que, si l'arbitre est dans le chemin, c'est pas de sa faute. Ouais. Et pendant que Flair est encore dans la prise en 4, ben, Hennig rentre dans le ring, mais DDP il prend avec un small package pendant qu'il fait la prise en 4. Je trouve ça hot. Quand Babyface faisait ça, je trouvais ça vraiment hot. Là. Mm-hmm. Puis, Puis après ça, on a eu Page call pour le coupe diamant. Puis après, un genre de. Avant ça, il a fait un genre de. Tu sais, comme Claudio, il fait, là, le neutralizer. Là. Il pogne en pile driver, puis il fait tomber en face first, là, en genre de pancake. Là. Ah, oui, ok. Le Ricola, dans le fond? Non, Ricola, c'est le powerbomb, ça.
Ah oui, c'est vrai, avec les mains, ouais, c'est ça. Ouais, il pogne en pile driver, sauf qu'au lieu de s'asseoir dessus, il tombe par en Ouais, avant ouais. avec. Ouais. Fait qu'il a fait ça à lui. Puis c'était le Q pour que Kurt rentre dans le ring pour le DQ, malheureusement. Et après ça, on a un point américain qui tombe au tapis. Puis quand je dis point américain, ben, c'est plus on dirait genre un morceau de tape enroulé. Vraiment un point américain. Mais il tombe au tapis. Puis DDP le pogne. Sauf que ce qu'il fait, c'est qu'il le donne à l'arbitre. Puis il dit aux deux autres, venez-vous-en, je vous attends. Fait que, quand même un beau move de babyface de DDP là-dessus. Puis même si au début, ça a l'air. On pense qu'il va le regretter. Mais il se défait d'eux autres avec une double clothesline et les heels s'en vont. Puis qui est DDP qui stand tall in the ring. Puis évidemment, comme je disais tantôt, ben, Page va affronter Enig Asturgis à Road Wild. Mais aussi, Ric Flair est en action contre Six. Wow, ça, c'est un drôle de match-up. C'est un Ouais, drôle de pay-per-view quand même. Hein? Ben, on en parle de Sturgis, mais à la fin quand on va finir le podcast, on va en parler les résultats du pay-per-view. Parfait. C'est le mois de la semaine d'après. Les enfants, c'est ça, c'est lundi, puis le pay-per-view, c'est samedi. Fait que c'est 6 jours plus tard. 5 jours plus tard. Fait que voilà. Mais après ça, on est rendu match numéro 12. Match numéro 12. C'est l'avant-dernier, ça? Match numéro 12 ou match numéro 13 ou 14? Match numéro 12 de 13. Il en reste un après, puis c'est le main event. Ben oui, je sais. On a les Villano 4 et 5 contre Lismark Jr. et Hector Garza. Évidemment, ici, Hector Garza, le nom vous savez c'est quoi ce nom-là? Ben, c'est évidemment l'oncle de Angel Garza à la WWE en ce moment. Bon, je dis en ce moment, mais on le voit plus bien. Non, dommage. C'est dommage parce que les Los Lotarios, c'est une bonne équipe là, avec Murto Carrillo. Dommage. Puis, des belles manœuvres dans le combat. Et les Villano press slam Garza dans les airs, puis ils font tomber chacun sur un de leurs genoux. Avec un genre de Godbuster et en élévation. Et après ça, on a qui dit Cruiserweight, évidemment, dit bout de dive. Évidemment, c'est Garza qui est le plus beau, avec une belle toupie mexicaine, la troisième corde jusqu'en bas. Oui, c'était vraiment beau pour vrai. Puis tout le monde l'a attrapé, fait que tant mieux. Et après ça, pendant que l'arbitre est avec Garza, les Villanos font le fameux Twin Magic, évidemment le move que les Bella Twins ont fait par la suite. Et quand Lismark Jr. veut prendre celui qui pense qu'il est à terre pour le count, ben, il se fait faire un small package. Et c'est la victoire des Villanos 4 et 5. Je ris, mais quand j'ai vu ce match, je disais c'est ceux qui perdent. Puis ils ont gagné. OK. Sais-tu qu'est-ce qu'ils achètent toujours dans leur épicerie, eux autres? Des bains Villaggio? Ouais, exact. Ah, mais c'est les Villanos, c'est pas les Villaggio. Ah, ok. Ah là là là. Et on voit que mon apport est très apprécié pour le podcast aujourd'hui. Wow. Interview time avec Eugene Cullen et James J. Dillon. Et Dillon a un contrat à la main. Évidemment, ça fait un an qu'on n'a pas entendu parler Sting. Et beaucoup de gens ont douté de sa loyauté à la WCW avant la même qu'il arrête de parler. Puis Dillon dit qu'il comprend comment il se sent, mais il disant que, mettons, la WCW a définitivement besoin de Sting dans le ring pour les aider à dealer avec le cas de la NWO. Puis, il dit, j'ai un contrat dans les mains pour un match pour toi, mais tout ce que j'ai besoin, c'est que tu viennes me voir et que tu signes le contrat. Et après ça, évidemment, c'était le cue pour que Sting descende du haut de l'aréna, des catacombes. En fond, les chevrons de l'aréna. C'est ça le mot. Ouais, en fait, c'est les mots. Parce qu'ils sont. Ben non, c'est chevron, c'est pas chevron. Parce qu'ils sont pas deux. Et il va dans le ring. Et après ça, évidemment, Dillon, il mousse un peu son annonce. Il dit, j'ai un contrat dans les mains pour un match contre Kurt Hennig. Hein? Quoi? Et évidemment, on voit tout de suite que Sting n'a pas l'air à faire son affaire. Puis je pense pas que c'est lui qui va affronter Sting. Non, c'est qui? Ben, il va affronter Scott Norton, voyons donc. C'est vrai. Le leader d'NWO est contesté. Mais non, il veut Hogan. Puis après ça, Sting, effectivement, il n'est pas content. Il déchire le contrat. Il s'en va sans dire un mot et sans même regarder derrière lui. Puis là, évidemment, J. Dillon, il dit qu'il n'abandonnera pas comme ça. Puis qu'il va savoir ce que Sting veut, puis il va l'avoir. Alors là, voici, on est prêt pour le main event. Michael Buffer est prêt. La foule est prête. On est prête pour le match numéro 13. Hollywood Hulk Hogan contre le Total Package Lex Luger pour le titre de la WCW, le titre mondial.
Oui. Et ma question est, est-ce que Oui. Lex Luger avait déjà été champion du monde avant ça? Est-ce que tu sais la réponse ou c'est juste que je le dise? Ah ouais, je veux que tu le dises. Oui, il avait été en 1990. Il avait Ouais. battu. Ah non, c'est. Pas Barry ce nom-là. Windham, le long de Bray Wyatt. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, fait qu'il avait gagné la ceinture à l'époque, évidemment. Parfait. Donc, là, pour les Ouais. auditeurs, les fans de Lex Luger, donc Mathieu Saint-Jacques, le seul fan de Lex Luger, Thomas Dubois l'aimait aussi. il l'aimait ça aussi? Ben oui. Ouais, tu vois. Hein, c'est sûr. Pardon, Des qu'est-ce que fois, tu dis, là? des fois, il y a des raisons pourquoi ça marche pas dans la vie, puis ça, c'en est une. Ouais. Et on se rappelle tous de ce fameux combat, hein, que j'aime bien me rappeler avec Alfredo de Lex Luger avec ses belles ballons à la WWF à SummerSlam. ta Comment? photo est floue. C'est vrai que ma photo est floue. Fait qu'on se souvient tous de ces célébrations-là. Le Cody Rhodes moderne. Cody Rhodes, c'est le moderne Lex Luger, en fait. Sauf qu'il n'y avait pas eu les ballons. Ma question, en fait, c'est pas ma question, c'est mon observation. C'est que Luger, mesdames, messieurs, n'est pas un main event player. Donc, pourquoi Lex Luger, hein? Je suis pas d'accord. Qu'est-ce que Lex Luger, à part ses muscles, a pour être un main event player, mon cher TG, je t'écoute. Ben, il est pas si mauvais que ça dans le ring. Là. Il dit pas comme s'il était dégueu non plus. Là. Avec un bon adversaire, il est capable de faire un très bon match. Là. C'est pas comme si Il y a un charisme de porte-patio, là. Ben là, c'est simple les portes patio. Là. Ça roule juste d'un bord. Ça fait un drôle de bruit quand t'es ouvres aussi, des Ouais, fois. c'est ça. Ouais. Mais pour vrai, puis Ces roues de chaise roulante font le même bruit à peu près. ça, c'est tellement déplacé comme Ouais, blague. je l'ai passé avant que tu le dises. Parce que Oh my God. moi, contrairement à toi, j'aime Lex Luger, je taquine, je l'adore Lex Luger. Toi, tu l'aimes pas, tu le méprises. Exact. Puis, dans le fond, dans 83 Weeks de Eric Bischoff, Eric Bischoff en parle de ce match-là, de cette rivalité-là entre Lex Luger et Hulk Hogan, en fait. Puis, à l'époque, beaucoup de monde pensait que Hogan a braillé pour ne pas laisser gagner Luger, qui a fait de la politique backstage. Puis, on sait que for me, Luger brother. Exact. Fait qu'on sait que Luger est venu à la WCW à cause de son grand chum Sting qui l'a ramené en 95. Il est revenu à la WCW en 95. Fait que c'est une des raisons. Ben, c'est la raison principale pourquoi il est revenu à la WCW. Puis Lex Luger, dans le temps. Oui, exact. On va se le dire, Lex Luger avait une tête enflée aussi dans le temps. Il était très, très dur à booker. Fait que ça a été dur de travailler avec Lex Luger, mais il a beaucoup changé. Là, si vous avez vu le documentaire sur lui, c'est AE, c'est ça? C'est. A&E, c'est ouais, c'est ça. Hein? Icons. Là. Ouais, exact. Il en parle beaucoup de ça, puis ça a été très documenté. Mais Bishop dit que, dans le fond, Hogan, ce qu'il dit sur lui, c'est que c'est pas totalement véridique. C'est que Hogan, c'est pas qu'il veut pas perdre contre d'autres talents, c'est pas qu'il veut pas mettre du nouveau monde over pour la ceinture, c'est que quand tu s'approches Hogan, c'est qu'il faut que tu aies une bonne raison pour que le gars gagne, puis qu'après, ça vaut la peine. Il faut que la storyline d'après, pour que le gars soit justifiable, puis il faut que sa storyline à lui d'après soit justifiable pour que ça fasse du sens. Écoute, moi, je te dirais que c'est peut-être 70-30 de la bullshit, là, parce que je pense que Bischoff, c'est un grand chum d'Hogan. Ça n'enlève rien à Hogan puis à tout ce qu'il fait pour la lutte, mais je pense pas qu'Hogan soit si facile de ça, surtout pour y enlever le titre. Si tu regardes ses pertes de titre, de la façon que ça a été fait en général. Regarde, moi, je pense que c'est arrivé là-bas, dans cette histoire-là, c'est qu'il a juste dit regarde, tu vas perdre la belle, mais tu la regagnes dans 5 jours. Pas problème, c'est bon, parfait. C'est ça qui est arrivé? Ben là, je veux pas voler de punch. Mais c'est ça, fait que apparemment, là, je dis bien apparemment de parenthèse, c'est que Hogan était très content pour Lex Luger parce que il trouvait qu'il n'y avait pas eu un bon traitement de WWF dans son match de championnat contre Yokozuna. Ben oui, c'est ça. Oui. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, pareil. Là. Non, mais pas qu'Hogan l'ait dit, je le crois pas. Là. Ouais, c'est ça. Hogan ne pensait pas ça pour 2 cents, il s'en fout. Là. Mais que j'avoue que cette fois-là, avec tout le vent qu'il y avait dans les voiles, Luger aurait dû gagner, mais tant qu'à moi, Luger aurait même pas dû être dans le combat de championnat de SummerSlam. Là, mais ça, c'est pour un. On a déjà parlé. Je suis pas d'accord pour ça.
Avec le Lex Express. Il n'y avait pas grand monde qui pouvait l'accoter. Ben, pas l'accoter dans le sens côté ring, mais je veux dire dans le sens côté crédibilité pour affronter Yokozuna. Là. Fallait bien, À cause des muscles, là. Ouais, tu peux pas mettre 1, 2, 3 Kid contre lui. Il fallait que tu mettes un gars comme Lex Luger. C'est juste que la façon qu'ils l'ont poussé, c'était correct au début, mais ça manquait de steam rendu bien avant qu'il arrive dans SummerSlam. Là. Mettons que le Lex Luger des années 80 est meilleur que le Lex Luger, mais 80, début 90 qu'après, mais bon. Je te laisse y aller pour le main event parce que qu'est-ce que ça va donner, ce beau main event-là, mon cher TG? Et oui, évidemment, Hogan domine le combat pendant plusieurs minutes. Et Luger, il va d'un mini comeback, mais Hogan lui tape dans l'œil littéralement. Puis, je ne sais pas qu'il y a un kick dessus. Là. Retour de la pause avec Hogan qui a l'over sur Lex. Et après une souplesse arrière, Hogan fait un shout-out à quelqu'un. T'as-tu entendu qu'est-ce qu'il a dit? Non. This one is for Minnick in Montreal. Pour vrai? Ouais, pour vrai. What? Ouais, je te jure. Pour moi, il avait été pas longtemps. Puis, parce que tu checkeras, là, si t'es capable de rechecker le show là, ou le match ou whatever. Là. Ouais. Il dit ça. On dirait qu'il dit d'autres choses que mais c'est Minnick qui veut dire, mais on dirait qu'il dit Yannick, mais c'est Minnick qui dit. Puis après, il se passe arrière, il regarde la caméra, puis il dit This one's for Minnick in Montreal. Ah, ouais. Je te jure. Wow. C'est fou, pareil, hein? Minnick, il doit en avoir pas mal d'anecdotes sur la lutte professionnelle aussi, lui. Le barbier des sportifs. Écoute, moi, quand j'y allais, je ne vois plus là maintenant, mais quand j'y allais, il en passe du monde, puis il y en a des anecdotes. On devrait l'avoir au podcast, man. Non, je pense pas qu'il est en top shape. Ah non? Ah, ok. Malheureusement, oui. Parfait. Oui, alors là, le retour. Après ça, on a une leg drop d'Hogan, évidemment, la leg drop of Doom. Oui. 1, 2. Et Luger dégage. Très bonne réaction de la foule là-dessus. Ouais. Et après ça, Hogan, évidemment, il ne revient pas. Il en va pour en faire un autre, mais Luger s'enlève et Hogan frappe le tapis de plein fouet avec ses cuisses. Et Luger avec une close line. Mais voilà la NW. Luger ramasse Cottle. Il lance hors dedans Kevin Nash. Et après ça, coup dans le ventre du Macho Man. Et le combat continue. Vu que Luger n'a jamais été touché. C'est lui qui a touché la NWO avant qu'il fasse le DQ. Fait que l'arbitre a laissé continuer les affaires. Et après ça, c'est Lex qui pogne le Hogan en torturac. Et Hogan abdique. Et Lex Luger est le nouveau champion de la WCW. Et la foule explose. Littéralement. Quoi? Lex Luger fait taper Hogan? Ben, tu dis ça, mais il avait dit, là, il avait déjà fait taper du torturac une couple de semaines dans un tag match. Il l'avait dit aussi dans le show. Puis non, fait que voilà, Luger fait taper Hogan. Et évidemment, après ça, le vestiaire de la WCW se vide pour célébrer avec le champion Flexi Lexi. Évidemment, en plus, c'est drôle que tu parlais tantôt de SummerSlam 93 parce qu'à l'Arena, où les ballons pleuvaient en 93 à SummerSlam, Lex gagne enfin le Big One 4 ans plus tard, quasiment jour pour jour, à la même place. Incroyable. Évidemment, tout un moment, pas juste, évidemment, que t'aimes Luger ou non, c'était quand même un gros moment de l'histoire de Nitro et de la lutte en général. Là. Mais je pense pas que ça a eu le même impact que ça aurait eu si Luger avait gagné contre Yokozuna, par contre. Ben, je sais pas, je pense que le pop a été meilleur pour ça quand même, je pense. Parce que, tu sais, oui, c'est Hogan, mais je veux dire, je sais peut-être parce que c'était WCW et qu'on était plus WWF Product, là, mais j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est cool qu'il ait gagné, mais pas plus que ça, genre. Puis je parle pas juste parce que c'est Luger, mais j'ai l'impression que ça n'a pas eu l'effet escompté. Ouais, pour la carrière de Luger, entre autres. Ouais, mais là, c'est parce qu'en même temps, tu gagnes la belt, puis après, 5 jours plus tard. Là, mais c'est bien beau que le build-up était pas bon ou whatever, mais si tu perds la belt 5 jours plus tard, tu peux pas vraiment te faire une gloire non plus. Là. Ouais, exact. Mais bon. Penses-tu que ça aurait été mieux qu'il gagne juste pas pantoute? Qu'est-ce que tu veux dire, qu'il gagne jamais de la belt après? Ben, qu'il batte pas Hogan, dans le fond, tant qu'à le faire gagner pour le faire perdre 5 jours plus tard, non? Non, ça sert. Je trouve que si tu le fais perdre, ça sert à rien qu'il gagne. Surtout si ton endgame, c'est de faire. Ben, c'est l'été en bout de ligne, là, de faire gagner Sting contre Hogan pour Starrcade. Tu fais qu'Hogan ne perd jamais la belle jusqu'à là. Un peu comme Roman Reigns y fait aujourd'hui. Là. Tu lui donnes un long règne, puis t'espères que le monde va le battre, mais finalement, c'est ton big guy qui le bat. Là.
Mais Sting avait battu Hogan, puis Sting avait perdu contre Goldberg après, non? C'est ça? Non, c'était pas contre Goldberg, c'était contre DDP? Non, ce qui est arrivé, c'est que, en fond, à Starrcade, oui, on reconnaît ce qui est arrivé à Starrcade. On a fait le review de ça, une couple Ouais. une couple d'années. Je L'année. pense, l'année passée, je pense. Puis, Ouais. ouais, puis évidemment, c'était un gros clusterfuck, là. Puis la belt a été mise vacante, puis ils sont affrontés à Super Brawl après. Puis ça m'échappe contre qui. Je pense pas mal sûr que c'est Hogan qui l'a regagné par la suite, mais plus tard. Genre 3-4 mois plus tard, là. OK, puis après, il a perdu contre Goldberg, c'est ça, hein? Ça se peut. Ouais. Je connais pas les règles de WCW Title par cœur, là, surtout cette année-là, parce qu'ils l'ont fait anti-pépère de beaucoup. Là. Fait que non, Ouais. mais je sais pas, je te dirais que. Je sais pas. Il me semble que tant qu'à le faire gagner. Non, c'est ça, exact. Moi aussi, je suis d'accord, je l'aurais pas fait gagner. Parce que dans Pour le le fond, faire perdre. c'est même pas un champion de transition. Là. Tu sais, je veux dire, c'est quoi le endgame? Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait à Dans le Logan? fond, tout ce que ça fait, c'est que ça fait un moment pour le 100e épisode de Nitro. C'est tout. Ouais, c'est plus ça, je pense, qui est arrivé. C'était pour gagner des ratings aussi de Monday Night War, puis tout le kit. Là. Fait que je pense que c'est plus ça que d'autres choses. Là. Ouais, je pense aussi. Ouais, parce Pop que je vois pas de raison. Hein, tu sais. Ouais, c'est qu'est-ce qu'ils disent souvent? Pop a rating. Ouais. Puis ce qui est drôle en plus, c'est que dans cet épisode-là de 83 Weeks que j'ai écouté pour le podcast, entre autres, parce que je trouvais ça intéressant d'aller chercher un petit supplément de plus. Là. Puis il dit ah ben tu sais, c'est facile pour quelqu'un de n'importe qui, même un enfant de 12 ans pourrait booker un show de lutte, mais c'est pas n'importe qui peut booker 52 shows de lutte. Puis c'est drôle parce que ça, c'est exactement le contraire de ce qui vient d'arriver. Tu as booké un show de lutte pour un moment, mais que ça servait à rien dans le fond. C'est comme si tu disais qu'un enfant de 12 ans était meilleur que toi, là, même si tu as été quand même 83 semaines en avant de WWF. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que tu te bats pour le moment, là, tu te bats pas pour genre Ouais, c'est ça. 5 ans down the road que tu vas être encore là. Tu fais genre, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour gagner demain? T'sais? Puis en plus, je trouve que ça met une tâche de plus sur Luger dans le sens que tu n'as jamais gagné le Big One, ou en tout cas. Ou presque. Là. Ou presque. Puis là, tu le gagnes, mais tu le perds après. Fait que dans le fond, tu vaux vraiment ce que l'autre compagnie t'a donné. Fait que c'est un peu une récompense puis un coup de poignard en même temps. Ouais. Et la célébration continue dans le vestiaire de la WCW avec la champagne qui coule à flot. Et les chaînes de Luger. Et le géant enlève les lettres NW avec de la peinture. Dans le fond, NW peinturé sur la ceinture avec du paint thinner. Et de l'autre côté, c'est Hogan est en beau fusil. Et il flippe des tables en criant que c'était un coup de chance et que ça ne devait pas arriver comme ça. Évidemment, Macho Man dit « C'est un fluke! » Puis après ça, évidemment, après qu'Hogan et Macho Man voient le caméraman, il dit « Hey, va-t'en! » Puis il pousse le caméraman hors de leur locker room. Et après ça, un dernier tour de piste pour les annonceurs qui nous montrent évidemment la fin du match qu'on vient d'avoir avec Lex Luger et Hulk Hogan. Suivi d'un dernier coup d'œil sur le locker room de la WCW. Et c'est la fin du show de Nitro. C'est là aussi que tu vois que Hogan il est bulletproof dans le sens que il a quand même gagné clean, Luger, dans ce match-là. Hein. Ouais, ben oui, c'était clean as clean can be. Là. Ouais, fait que c'est quand même rare pour Hogan. Fait que, tu sais, en plus, il le bat clean, puis tu le rebats 5 jours après. Fait que, tu vois que, dans le fond, n'importe qui il aurait pu battre, tu sais, je veux dire, comment il s'appelle ton ref que t'aimes bien, là? Nick Patrick? Nick Patrick aurait pu battre Hogan, mais ça n'aurait rien fait pour Hogan. Ouais, exact. Non, c'est sûr, mais bon. Mais bon, mais cool pour Luger. Hein, c'est un beau moment pour lui dans son histoire. Là, je veux dire, quand il pour repense Nitro à ses en général souvenirs, aussi, pour Nitro, hein, c'est quelqu'un qui bat Hogan clean en plus avec une soumission, c'est toujours un beau moment dans sa carrière, je pense. Là. Ouais, pour vrai. Puis non, c'est un beau moment de Nitro puis de Luger, mais ça a eu le résultat escompté. Là, ça a fait un beau moment. Ouais. Sauf que malheureusement, comme on a dit une couple de fois depuis tantôt, ben, pour la Luger et la WCW, Hogan a repris le titre à Road Wild 5 jours plus tard, le 9 août. Et justement, en parlant de Road Wild, ben, voici les résultats du pay-per-view j'ai dit toute la 3 heures de la carte tantôt. En début de gala, on a Harlem Heat qui a battu Vicious and Delicious, Bagwell et Norton. Après ça, on a Conan qui a déféré Mysterio Jr. dans le match de mort mexicaine. Après ça, on a eu Chris Benoit et Steve Mongo McMichael qui a battu Double J, Jeff Jarrett et des Malenko avec Debra dans un match tag team par élimination. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que dans ce match-là, c'est que Jarrett s'est fait éliminer par lui-même
Il a juste pris Ouais. McMichael, puis il se l'est mis dessus pour qu'il fasse le compte de 3 parce qu'il voulait faire chier Malenko. C'est Jeff Jarrett, fait qu'il avait raison. Ah oui, c'est correct, ouais. Alex Wright a vaincu Chris Jericho pour conserver son titre Cruiserweight. Il me semble que c'était bon ce match-là, dans mes souvenirs. Il me semble que j'ai un souvenir de ce match-là. C'est possible. Je ne sais. Ric Flair a battu Six. Ouais. Le géant. Oui, le géant a défait Macho Man Randy Savage avec Elizabeth dans son coin. Les Steiner Brothers avec Ted DiBiase ont battu les Outsiders par DQ. Et donc, les Outsiders conservent leur ceinture. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Because of the W, c'est ça? Ouais, exact. En même temps, c'est correct. Là, ça build éventuellement là, quand ils vont les gagner. Là. Et évidemment, dans le main event, Luger a perdu contre Hogan quand Hogan a gagné la ceinture pour la 3e fois de sa carrière à la WCW, la World Heavyweight Title. Comment que ça a fini le match Luger-Hogan à ce show-là? L'interférence, là, puis leg drop 1, 2, 3. Leg drop? OK. Ouais. En fait, ce qu'il voulait faire à la fin quand Luger les a tous frappés un par un, ben, ils ont fait le contraire. Puis, fait que voilà, le Nitro le 4 août 1997. Fait que, évidemment, on a parlé beaucoup du moment d'Ax Luger gagne la ceinture contre Hollywood Hogan. Mais sinon, Marco, dans ce Nitro, y a quelque chose qui a retenu ton attention? Ben moi, c'est la guerre avec les Outsiders puis Rick Steiner, c'est sûr que moi, c'est tous des lutteurs que j'apprécie beaucoup. Ben, Nash, même si c'est un trou de cul, j'ai toujours quand même aimé Nash à WCW, c'est pareil. Là. Ça reste une de leurs plus grosses stars, sinon peut-être dans le top 3 de leurs grosses stars. Sinon, peut-être que tu as apprécié. Ben, DDP Flair. C'était bon, ça. C'était bon, là. Pour vrai, c'était probablement le match de la soirée, mais c'est pas bien dur à battre, tu vas me dire. Six Benoit aussi, je te dirais. Ouais. Mais ça, j'ai été déçu, comme je t'ai dit tantôt, j'ai été déçu du endgame, mais je comprends aussi pourquoi ils l'ont fait. Mais DDP Flair, c'est en avant, c'est sûr. Ouais. Fait que quand même, il n'y a pas juste Luger qui torture Hogan. C'est vraiment, il y a une couple de bonnes affaires dans le show, mais évidemment, il y a beaucoup plus d'affaires nowhere puis qu'on s'en calisse que de bonnes affaires. Mais c'est sûr que 2h50, 2h40, c'est long. C'est long. Ouais. Surtout pour un show télévisé normal, pas un pay-per-view. Là. Honnêtement, j'ai trouvé ça très long de le regarder, par exemple. Ouais, moi aussi, moi, inquiète pas. Mais non, mais c'était quand même. C'était bon, là. C'était pas mauvais non plus. Là. Mais au moins, le titre, c'est vraiment la plus grosse affaire du show. Là. Il n'y a pas rien qui accote ça. Puis pas juste parce que t'as Tyler Chain et que c'est Luger. C'est vraiment. Il n'y a rien de proche là, dans ce show. Le moment est gros. Là. Ah ouais, vraiment, c'est un moment gros. Là. Exact. Ouais. Fait que, parlant de moment, mais pour le moment, on a terminé aujourd'hui dans l'histoire de Nitro. Fait que c'était intéressant quand même si c'était pas tout bon non plus, là, mais quand même, c'était intéressant. Ça arrive. Ben oui, mais Monday Night War, là, les shows, il fallait qu'ils se dépassent les deux brands là, pour avoir le gros bout du bâton. Là. Non, c'est pas toujours des 5-star shows. Puis, mais quand même 13 matchs dans ce show-là en 3 heures. Puis tu sais, en plus, une affaire que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de build-up. Il parlait beaucoup du pay-per-view qui s'en venait. Tu sais, des fois, il y a des choses que genre, ils nomment la carte 2-3 matchs, puis les restes, tu checkes le pay-per-view, c'est quoi les matchs, mais ils ont tous parlé des matchs, tous les matchs, les gros matchs du pay-per-view. Tu sais, que ce soit le tag match avec Jarrett puis l'autre, DDP, Kurt Hennig, les différents par équipe, Luger contre Hogan, le rematch. Ils ont tous parlé beaucoup de ça dans le show. Puis, c'est quand même intéressant qu'ils ont buildé, ils ont toutes les grosses feuds, un petit morceau pour le Go Home Show pour dire, regarde, ce match-là va arriver au pay-per-view, manquez-les pas. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, au moins, ils ont fait de la belle job avec ce qu'ils avaient fait. Puis, ouais. Ils ont essayé des affaires. C'est pas toujours bon, mais ça reste toujours divertissant, peu importe. Exactement. Fait que, voilà. C'est quoi qui nous attend, nous autres, dans les prochaines semaines? Ben là, on n'a aucune idée, pour vrai. Là, évidemment, il y a quelque chose qui s'en vient. Ça va être le premier podcast, première chronique de Mary Lee Rose qui s'en vient dans les 2 prochaines semaines. Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Fait que. La semaine prochaine, on était indécis, mais on va vous en tenir au courant bientôt. Oui, parce qu'entre ça, il va y avoir quelque chose. Puis après ça, on est au mois de juillet, fait que, il va y avoir une autre biographie, évidemment. Ouais. On l'a-tu dit la dernière fois ou on ne l'avait pas dit? Je pense qu'on l'a dit, ouais. On l'a dit, mais on va vous le redire. Ça va être la biographie de nul autre que de un homme qui était
littéralement en feu. Oh! Bam Bam Bigelow, sa biographie au podcast, mesdames, messieurs. Bien intéressant, bien hâte de partager ça. Fait que, exactement. Oui. Ça va être bien cool de parler de Bam Bam. On n'en parle pas assez de Bam Bam. J'aime ça, des Bam Bam en plus. Fait que, de Bam Bam. Ouais, fait que Bam Bam, Mary Rose et d'autres surprises qui s'en viennent au podcast. Puis bientôt, en juillet aussi, vers la fin, on va revenir avec nos shows là, entre deux collections. Et il y a une autre affaire qui s'en vient aussi avec les jeux vidéo. On en parle souvent, mais deux affaires qui s'en viennent avec les jeux vidéo. Évidemment, puis je vais le dire, on va faire un podcast, un premier podcast sur les jeux vidéo avec Alfredo. Puis on va parler du nouveau jeu de la AEW Fight Forever qu'on va essayer de tester dès sa sortie. On va voir si on est capable d'avoir le jeu en avance, puis pas en avance, mais dès sa sortie pour le tester, puis vous en parler pour pouvoir chialer en masse. C'est ça la photo des deux bonhommes, là? Non, ça rentrait pas dans l'écran, c'était trop laid. Ouais, c'est ça. Ben, fait que je vous laisse parce que j'ai hâte d'aller prendre mes petites pilules de nuit pour dormir, puis pour commencer mon déménagement. Fait que TJ, merci beaucoup. Je te laisse la parole. Une petite pilule, une petite granule. Oui, fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Manquez pas les prochains podcasts qui s'en viennent. Puis évidemment, tranquillement, pas vite, il y a SummerSlam Season qui s'en vient aussi. Fait qu'on va parler de ça bientôt. Fait qu'en attendant, soyez bons, soyez fins, soyez justes, mais surtout, soyez bons.